Bienvenue sur Corée, le podcast sur l'économie et la finance dans la zone UMOA. Pour ce numéro, je reçois Roland Riboud, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, CIPB. Avec lui, on parlera de l'environnement des affaires au Bénin et les défis qui s'imposent. Roland Riboud, comment se porte le CIPB? Bonjour Raoul. Écoutez, dans le CIPB, vous le savez, c'est un cercle de réflexion qui a été créé en 2002. Notre but, c'est de parler de l'environnement des affaires, d'essayer de faire en sorte qu'il s'améliore sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Nous sommes contents. Nous comptons aujourd'hui 61 membres. Il y a un an, nous étions 55. Donc, tout va bien. Nous pensons que nous avons une certaine écoute de la part des organismes de l'État. Et donc, le CIPB se porte très bien. Alors, vous êtes président de ce cercle de réflexion dont vous parlez. Quels sont les grands défis que vous avez eu à relever à la tête du CIPB? Les grands défis. Bon, écoutez, il faut d'abord pouvoir se faire entendre, hein, donc commencer à avoir une certaine écoute des autorités. Nous avons dû chercher les bons angles d'approche. Alors, un angle d'approche, ça a été la fiscalité, qui bien évidemment intéresse en premier chef les entreprises qui ne souhaitent pas que cette fiscalité les empêche trop de travailler, soit trop intrusive, soit modifiée chaque année. Donc nous avons travaillé là-dessus et effectivement nous avons une écoute puisqu'il y a un cadre de réflexion entre le secteur privé et le secteur public, donc entre le ministère des Finances, exactement la direction des impôts, la direction de la douane, et le secteur privé. Et donc ça a été vraiment le premier défi de pouvoir se faire entendre et ça a marché. Donc nous sommes un interlocuteur considéré et ça nous a permis également d'aller sur d'autres terrains. Mais enfin, le premier terrain, celui où nous avons percé, c'était effectivement la fiscalité. Alors, Monsieur Roland Riboud, ça discute alors entre le public et le privé. Sommairement, dites-nous, comment se porte le climat des affaires au Bénin? Bon, vous savez, nous avons traversé une période de changement de président de la République. Donc, ce sont toujours des périodes où les opérateurs économiques, les investisseurs se posent des questions, même si on avait le sentiment que tout allait se passer de façon lisse et sans problème. Malgré tout, ça a retenu des investisseurs qui se sont dit, bon, on va attendre de voir un peu comment ça se passe, etc. Donc, le climat des affaires était bon, mais on peut dire qu'il n'y avait pas une énorme activité du point de vue de l'investissement. Ça, c'était donc cette époque depuis, je dirais, le début de l'année, peut-être un petit peu fin d'année dernière. Bon, après, l'élection s'est passée comme on le sait, sans aucun problème. Le nouveau président de la République a pris ses fonctions. Et donc, de ce point de vue-là, tout va très bien. Mais en même temps, il y a maintenant une nouvelle situation mondiale que vous connaissez, hein, le Golfe Persique, la situation au détroit d'Ormuz, qui fait que d'un côté, il y a des tensions sur les produits pétroliers, mais bien plus grave, il y a des tensions aussi sur d'autres produits, sur l'urée, sur les engrais, sur le soufre, un certain nombre de produits qui créent problème au niveau mondial. Donc, il y a eu une période pendant laquelle on a puisé dans les réserves. Petit à petit, ça va être la fin. Donc, déjà, des choses se sont passées. Par exemple, les fermiers américains ont dû modifier un petit peu leur projet de plantation. Certaines plantations étaient moins importantes. Il y a moins d'engrais disponibles et donc je pense que ça c'est quelque chose qui reste un grand point de suspension, un point d'interrogation sur le futur proche. Est-ce qu'on arrive rapidement à un accord entre les États-Unis et l'Iran ou pas? Et ça va décider un petit peu de l'ambiance internationale et donc notre pays forcément sera impacté par ce qui va se passer bientôt. Donc il y a tout de même une situation d'incertitude dans les marchés globaux.
Les mesures qui ont été prises en matière d'amélioration du climat des affaires au Bénin ces dernières années ne suffisent-elles pas à contenir ces chocs exogènes? Ce sont deux choses différentes, hein. Vous avez effectivement une belle amélioration de l'environnement. Je citerai seulement 2 ou 3 éléments. Un élément, ça a été ce combat contre les grèves incessantes qui était devenu une grande perturbation à la fin de la présidence du président Haï. Et puis, donc ça c'était terminé, les grèves partout, dans l'enseignement, dans la justice, dans la santé, c'était terminé. Ensuite, il y a eu ces décisions concernant les CDD et les CDI, hein, donc les contrats de travail, qui ont été une espèce de bouleversement dans la relation entre les employés et les employeurs, qui effectivement ont fait que le climat est devenu bien plus apaisé. Et après, il y a eu tout ce travail énorme de numérisation d'un peu tout ce qui concernait l'État, c'est-à-dire bien sûr les impôts, donc la dématérialisation, digitalisation. Absolument, tout à fait. Les télépaiements. Oui, tout à fait. Donc tout ceci sont des éléments qui facilitent la situation. Donc bien évidemment, la situation internationale reste ce qu'elle est, et des mesures prises dans ce domaine ne peuvent que faciliter le travail des entreprises, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques nuages à l'horizon sur lesquels le gouvernement va travailler, j'en suis sûr. Alors, patron d'entreprise que vous êtes, comment entrevoyez-vous alors pour les prochaines années l'investissement au Bénin? Bon, j'ai fait une tribune à ce sujet quelques jours après l'élection présidentielle. Ce que je pense, c'est que jusqu'ici, il y a eu un effort énorme qui a été fait sans trop s'endetter. On est arrivé donc à beaucoup travailler sur les infrastructures. Un quai supplémentaire dans le port de Cotonou, des routes un peu partout, grands hôtels, un travail fait à Ouida pour en faire une cité touristique importante, etc., etc. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé, qui est là et qui est une bonne chose. Mais moi, j'ai souhaité mettre l'accent sur un certain nombre de choses qui sont du domaine de l'immatériel ou de l'invisible, si vous voulez, hein, mais qui, à mon avis, ont une influence non pas sur le court terme, mais sur le long terme. Parce qu'en fait, ce qui est quand même important, c'est de travailler sur le long terme. Nous avons la chance d'avoir maintenant un système où le président de la République est élu pour 7 ans, avec un renouvellement, donc imaginons 14 ans, donc ça donne déjà un espace pour sortir de l'immédiateté et pour aller vers le long terme. Ce que je pense, c'est qu'il y a plusieurs mesures qui doivent être prises, plusieurs grandes entreprises lancées pour changer fondamentalement ce qu'est le Bénin. L'une de ces mesures devrait concerner la malnutrition infantile. Il y a actuellement, vous le savez, j'imagine, un tiers des enfants qui, dans les 1000 premiers jours, ne reçoivent pas tous les nutriments nécessaires, et ça va les suivre toute leur vie. Donc ça veut dire que vous avez un tiers de la population béninoise qui n'est pas à 100% dans l'action, dans la plénitude de ses possibilités. C'est embêtant. Si on arrive à mettre ce tiers de la population dans l'action, ce sera pour la croissance à long terme quelque chose d'important. Vous avez un deuxième domaine qui est celui de l'analphabétisme. À date d'aujourd'hui, il y a encore 50% d'analphabètes au Bénin. Ce qui veut dire que à la campagne, de très nombreux agriculteurs ne savent pas lire et écrire, et en ville, vous avez beaucoup de gens qui sont des artisans, par exemple, qui eux-mêmes sont sûrement des gens très compétents manuellement ou autres, mais ne peuvent pas lire des modes d'emploi pour mieux utiliser les outils dont ils disposent, ou bien mieux travailler sur les éléments qui font partie de leur métier. Donc ça aussi, pour moi, c'est quelque chose de très important. Il faut littéralement éradiquer l'analphabétisme pour que notre pays, par ces deux éléments,
malnutrition et analphabétisme ressortent complètement dans cette zone d'Afrique de l'Ouest où tous les pays sont dans la même situation, sont clairs là-dessus. Le troisième point, c'est ce que j'appelle l'instruction civique et morale. Il y a 20 ans, 30 ans, elle était enseignée chaque jour dans l'école primaire, dans le secondaire également, et on pouvait espérer avoir ainsi des gens qui arrivaient dans la vie adulte avec une structure mentale sérieuse et des notions de ce qui doit se faire et pas se faire. Là-dessus, votre cause semble être entendue. Il y a le ministère de la Jeunesse qui a un volet instruction civique aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a que le ministère des Sports. Oui. Alors, je souhaite rencontrer le ministre pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne, parce qu'en réalité, c'est certain que ça concerne toute la population à n'importe quel âge. Donc, il y a sûrement des choses à faire dans ce domaine, mais il n'en demeure pas moins que ça relève de l'enseignement primaire, maternelle et primaire, et l'enseignement secondaire également. Donc ça doit pas être négligé. Donc ça veut dire que c'est bien que les sports s'occupent de cette matière. Donc je répète, je suis heureux de rencontrer le ministre pour parler avec lui de ce qui va se faire là-dedans, mais il n'en demeure pas moins que l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, ça doit être des sujets importants. Dans le primaire, il est clair qu'on doit avoir ce type d'enseignement. Dans le secondaire, on peut très bien rajouter une partie d'enseignement économique, habituer les gens à ce qu'est l'économie, à ce qu'est l'entrepreneuriat, qu'on soit employé ou employeur ou futur employeur. C'est important de savoir où on se situe. Donc, c'est important. C'est important. Donc, ce sont pour moi 3 aspects extrêmement importants dans le futur de notre pays. Bien entendu, je dois mentionner aussi l'idée de se diriger davantage vers l'éducation duale telle qu'elle est pratiquée en Suisse et en Allemagne, parce qu'il nous faudra avoir des gens qui seront quand même davantage tournés vers l'industrie, vers l'artisanat, et donc ce serait bien d'avoir une formation beaucoup plus jeune plutôt qu'une formation purement intellectuelle et littéraire telle que c'est conçu aujourd'hui. Monsieur Roland Ribot, les fonctions que vous citez semblent être du domaine de l'État. Un investisseur, lui est-il aisé d'investir par exemple dans l'analphabétisme, l'éradication de l'analphabétisme, d'investir dans la malnutrition? Vous avez raison, nous sommes un cercle de réflexion. Donc à ce titre, nous avons nos idées sur ce qui est bien pour le pays sur le long terme. Et dans ce domaine, de la même manière que nous ne percevons pas les impôts, nous sommes quand même capables de souhaiter que les impôts soient canalisés d'une certaine façon et autres. Si vous voulez, donc notre domaine, il est vaste. C'est pas uniquement l'idée d'investir, c'est aussi l'idée de dialoguer avec l'État. Vous parlez de ça, regardez par exemple ce qui se passe au Brésil. Le président Lula, vous savez où il a fait sa formation? Il a fait sa formation dans l'enseignement professionnel qui, au Brésil, est géré entièrement par le privé. Donc, on ne peut pas dire que il y a des domaines qui relèvent de l'État complètement et des domaines qui relèvent du privé. Le privé doit pouvoir, en tant que citoyen, pour donner son idée sur ce que devrait être une meilleure population. Donc, pour nous, c'est très important de dire que nous souhaiterions que des gens qui viennent chez nous à 18 ans, 20 ans, ils aient tous eu une bonne nutrition depuis la conception, de façon à ce qu'ils puissent être des gens qui vont travailler correctement, qui seront en pleine possession de leurs moyens. Alors, le pouvoir actuel, le pouvoir de Romuald Ouaddai, il parle de la territorialisation du développement. Avec ce concept, est-ce que un investisseur qui vient au Bénin peut se retrouver? Est-ce qu'il il serait pas contenu, par exemple, dans un département, investi juste pour créer une industrie, par exemple, pour impacter une zone? Est-ce qu'il se retrouvera avec ce concept?
Le concept de... La territorialisation du développement, par exemple. Ah, mais ça, c'est aussi une idée extrêmement importante. Moi, j'irais même beaucoup plus loin. Je pense que dans le domaine que j'ai évoqué, il devrait même y avoir une sorte de PAG, donc de PAC communal. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait aller encore plus loin et dire que chaque commune devrait avoir son petit PAC qui comprendrait d'ailleurs ce dont je viens de parler, c'est-à-dire gérer par exemple des jardins communaux ou les communaux, des plans de développement communaux. oui, tout à fait. Oui, tout crois. à fait. Donc ça, c'est important. Donc bien entendu, au contraire, c'est excellent. C'est nécessaire de descendre au niveau territorial pour essayer qu'il n'y ait pas des zones qui soient trop favorisées et d'autres trop défavorisées. Prenez par exemple le cas de Glodjik Bay. Moi, ce que j'avais suggéré à certaines autorités, c'était que par exemple, lorsqu'on fait un travail sur les noix de cajou, qu'on puisse déterritorialiser, envoyer dans le nord, par exemple, l'activité de dépelliculer, qui est une activité qui est très consommatrice de main-d'œuvre, mais qui est très importante, où on puisse avoir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de femmes qui travailleraient sur le dépelliculage. Autre domaine, par exemple, ce qu'on appelle les vêtements. Donc, on va avoir une chaîne où, en partant de la fibre, on va aller au fil, au tissu, et puis aux vêtements qu'on va exporter, idéalement. Eh bien, on peut très bien imaginer que dans tout le pays, il y ait des ateliers sensiblement identiques à ceux qu'il y a actuellement à Glodjik Bay, qui travailleraient pour faire des t-shirts, des vestes comme la vôtre ou comme la mienne, ou des chemises, etc., pour l'export. Donc, ça permettrait justement de déterritorialiser certaines activités qui, à ce moment-là, pourraient être travaillées dans tout le territoire. Quand on prend le Bénin aujourd'hui, dans le Conseil des Nations de l'UMOA, avec tout ce qu'il y a comme réalité aujourd'hui au Bénin, si vous étiez donné de prodiguer des conseils à un investisseur, dans quel domaine vous allez l'orienter? Pour l'instant, il y a une chose qui est assez évidente, hein, c'est que nous avons encore trop de matières premières agricoles qui sont exportées en l'état. Hein, qu'on parle justement, on a parlé du cajou. Je pense que c'est au moins les 3/4 de la quantité de cajou qui doit être exportée parce qu'il n'y a pas sur place de quoi tout traiter. Mais depuis quelques années, l'État a supprimé l'exportation du cajou, par exemple. On ne peut pas supprimer l'exportation de noix de cajou brutes si on n'a pas des usines qui sont prêtes à transformer le noix de cajou. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'usines pour transformer la totalité de noix de cajou. On en est loin même. Ça, c'est un. Ensuite, vous avez, on en a parlé, même chose pour le coton. Le coton, pour l'instant, dans son immense majorité, est quand même toujours exporté à l'état de fibre. On doit continuer à ce processus, etc., etc. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, lorsque l'économie sera plus développée, il y aura tout un ensemble de choses qui sont autour, comme les emballages, le carton, etc., qui vont pouvoir s'ajouter, etc., etc. Et puis ensuite, si vous imaginez que l'agriculture, par exemple, sera gérée par des gens qui utiliseront des modes d'emploi, qui pourront essayer d'aller plus loin dans le travail, il y aura de la petite machinerie agricole qui pourra être faite dans les départements. Donc vous avez tout ça qui est un ensemble qui va se développer petit à petit. Monsieur Roland Riboud, on va revenir un peu encore au CIPB parce que toute cette plate-bande mise en place, le CIPB par exemple a fait de la justice commerciale son cheval de bataille. On installe les industries, on installe les entreprises, mais après il y a le contentieux et les médiations aussi qu'il faut gérer. Alors, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Il y a eu la création du tribunal de commerce, une première au Bénin. Vous avez travaillé beaucoup avec cette juridiction. Aujourd'hui, il y a la deuxième instance, la cour d'appel. Alors, vous organisez fréquemment des séminaires sur la justice commerciale. Aujourd'hui, si on doit faire un état des lieux dans le domaine, que direz-vous en tant que acteur, en tant que acteur dans ce secteur? Très bien. Bon, mais écoutez, quand quelqu'un veut investir, qu'il soit un investisseur national ou étranger,
il va regarder un certain nombre de choses. Bien sûr, quelles sont les perspectives pour son industrie. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a la matière première? Est-ce qu'il y a des possibilités? Mais ensuite, il va regarder aussi autre chose. Il va se dire, est-ce que c'est un pays où on va m'assassiner au point de vue fiscal? Est-ce que c'est un pays où, lorsque j'ai un préjudice contre un national, par exemple, on va également me faire perdre systématiquement? Et on doit regarder qu'actuellement, de ce point de vue-là, le Bénin est bien parti. Je disais, pour ce qui est de la fiscalité, on est à un point remarquable, hein. C'était totalement modernisé, etc. Du point de vue de la justice sociale, je parlais aussi des CDI, CDD qui ont réglé le problème. La justice commerciale, c'est autre chose, puisqu'il n'y a pas de règle générale. Chaque cas est différent. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait un tribunal où les choses se passent vite et où on est jugé de façon sereine. Alors, c'est le patronat qui a poussé à la roue pour qu'il y ait un tribunal de commerce qui soit différent des chambres de commerce où un juge arrive, il faisait des divorces, maintenant il fait du droit commercial, 3 ans après il retourne ailleurs, il est remplacé par un autre. Là, on a vraiment une juridiction spécialisée, ce qui est une très bonne chose. Nous, ce que nous avons fait, c'est tout de suite avons demandé à ce qu'on puisse avoir en ligne les décisions de justice. C'est quand même une garantie, dans la mesure où les décisions de justice ne peuvent pas être n'importe quoi, puisqu'elles seront examinées par un juge, par un avocat, par exemple, au Sénégal, un professeur d'université à Abidjan, etc. Donc, on peut être sûr que la matière sera bien traitée. En plus, nous avons des gens qui sont de très bonne qualité au point de vue des juges que nous avons actuellement au tribunal de commerce et à la cour d'appel de commerce. Nous, effectivement, le CIPB, depuis 7 ans maintenant, tous les ans, fait en fin d'année un séminaire, donc une demi-journée, journée entière, et puis encore une demi-journée pour terminer, ce qui permet et de faire connaître le tribunal de commerce, je veux dire, partout, puisqu'il y a une partie qui est en distanciel, et en même temps de traiter des problèmes qui intéressent les usagers du tribunal de commerce, et donc ça se passe très bien. Donc vous avez cité le fait que désormais, effectivement, depuis 2023, nous avons une cour d'appel qui vient couronner l'ensemble. Ce qui se passait jusque-là, c'est que la cour d'appel n'existait pas, et donc ce qui était un appel dormait dans différentes juridictions. Désormais, le président de la cour d'appel a pris les choses en main, et on est en train de traiter les vieux dossiers rapidement, de façon à ce que ensuite on ait une justice commerciale qui soit rapide de bout en bout, c'est-à-dire entre 1 mois et 3 mois, votre cas est réglé, quoi, si vous voulez. On n'est pas là pour dormir sur des affaires qui ensuite vont aller dans un coin, dans la cour d'appel, et puis disparaître du paysage. C'est pas le cas maintenant. Ce sera une activité qui va être faite très rapidement. Donc, je crois qu'on est assez content d'avoir sélectionné ce domaine, parce que c'est vraiment un domaine qui est important pour l'investisseur. Et est-ce que les investisseurs ont l'impression aujourd'hui d'être que ça invite comblé, parce que est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils saisissent cette juridiction assez fréquemment? Absolument, oui, bien entendu. Parmi les usagers, je dirais, il y a les banques qui effectivement sont contentes que les choses ne dorment pas, se passent assez rapidement, que le jugement soit rapide, qu'on ne dorme pas sur des dossiers. Donc oui, je pense que les investisseurs sont tout à fait satisfaits de la façon dont fonctionne le tribunal de commerce. Oui. Ok. Le CIPB, on peut le comparer au CAC 40 en France? Bon, pourquoi pas? Je pense qu'effectivement, il y a vraiment les plus grandes sociétés au Bénin sont chez nous. Vous avez pratiquement toutes les banques, vous avez pratiquement tous les cimentiers, les opérateurs du port, etc. Oui, je crois effectivement que c'est une... Bon, c'est gentil de se comparer, mais ça me paraît assez correct, oui. Alors, on va à une dernière question pour amortir. Pour revenir à Roland Ribot, aujourd'hui, il est à la tête d'un cabinet conseil, Iridium. Dites-nous un peu ce que c'est. Oui, tout à fait. Bon, mais écoutez, je donne comme son nom l'indique, je donne des conseils sur différentes choses. En particulier, actuellement, je suis, par exemple, sur un dossier de vente
d'un complexe industriel à un investisseur étranger. Donc, on donne des conseils à celui qui a ça localement et aussi à l'investisseur étranger, par exemple, sur une activité. Et sinon, je donne des formations actuellement. Je donne des formations sur le leadership, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et peut-être on va bientôt donner aussi des formations sur la prise de décision, qui est aussi un grand sujet pour un responsable. Les petites et moyennes entreprises, surtout qui sont les plus nombreuses au Bénin, est-ce qu'elles se retrouvent dans ce que vous faites? Bon, pour l'instant, on a l'impression que peut-être c'est tourné vers les grosses entreprises telles les membres du CIPB. Pour l'instant, on a pris ce chantier. Déjà, il y a un gros travail à faire chez eux, mais ensuite, effectivement, on pourra aller vers les entreprises moins importantes et qui ont également besoin de cette notion de leadership et de bonne prise de décision. Monsieur Roland Ribot, merci. C'est moi qui vous remercie.